Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de préférer Star 21 TV pour vous informer. Tout de suite, le sommaire. L'humanité célèbre ce 10 décembre la journée internationale de la déclaration des droits de l'homme. À cet effet, plusieurs activistes guinéens se prononcent. La Guinée pourra-t-elle organiser la CAN 2023? Ce sujet est sur les lèvres de nombreux citoyens dans la cité. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Rebonsoir à tous et bienvenue. L'actualité, c'est la tournée du chef de l'État à l'intérieur du pays. Après Kouroussa, Mandiana, Sigiri, le président de la République, professeur Alpha Condé, était hier à Kankan où il a tenu un discours sur l'état d'avancement des travaux de réalisation des infrastructures routières. Il est également revenu sur l'organisation interne du RPG Arc-en-Ciel à Kankan. 5 ministres de la République ont pris part ce lundi même à la plénière de l'Assemblée nationale, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la présentation de la politique générale et le projet de budget des départements ministériels au compte de l'année 2019. Il s'agit du ministère des Transports, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, celui du ministère de la Coopération et de l'Intégration africaine, le département de la Santé ainsi que celui des investissements et du partenariat public-privé. Des travaux qui ont été entamés par l'examen et l'adoption de 2 tests et projets de loi. Je vous le disais en titre, ce 10 décembre est la journée internationale de la déclaration des droits de l'homme. C'est en 1948 que les Nations Unies ont décidé de penser au respect de la dignité humaine. Cette déclaration a été faite suite à des atrocités que le monde a connues durant des décennies. Cependant, depuis plusieurs conventions ont été ratifiées par les États dans le cadre de la défense des droits de l'homme. C'est un grand format signé Aliou Diallo et Ibrahima Paye Kamara. 70 ans après cette déclaration universelle des droits de l'homme, le monde connaît toujours des violations des droits humains. L'adoption de cette convention internationale n'a pas mis fin aux différents agissements, les uns vis-à-vis des autres. Cette journée qui marque le 70e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été adoptée par les Nations Unies le 10 décembre 1948, est une occasion pour les défenseurs des droits de l'homme d'organiser des événements. Ça peut être s'adresser à sa communauté à travers les médias pour exprimer vraiment la solidarité des défenseurs des droits de l'homme avec toutes les victimes de violations des droits de l'homme. Et c'est aussi une occasion pour un défenseur des droits de l'homme de lancer un appel aux autorités au plus haut niveau pour que la situation des droits de l'homme connaisse une amélioration. En Guinée, cette journée se déroule dans un contexte où plusieurs organisations de défense des droits de l'homme élèvent le ton. Pour bon nombre d'entre elles, le respect des droits humains manque encore dans le pays. Évidemment, nous parlons que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et que dedans aussi on retrouve la liberté d'expression, la liberté des manifestations pacifiques. Et malheureusement aujourd'hui en Guinée, l'un des faits que nous vivons aujourd'hui, c'est ces interdictions des manifestations pacifiques dans le pays. Que ce soit avec les syndicats, nous avons vu dans la crise avec le système éducatif, que ce soit tout récemment avec les organisations de la société civile qui projetaient organiser une marche du rond-point du port qui a été interdite par la commune de Kaloum. Et nous-mêmes à Amnesty, nous avons projeté organiser un marathon, ce n'était même pas une manifestation, un marathon pour les droits humains pour célébrer effectivement cette activité donc du 70e anniversaire des droits de l'homme qui a été interdite par la mairie de Dixine. L'égalité, la justice et la liberté font bouger un pays. Le respect de ces valeurs pérennise tout développement. Malgré l'existence des catalogues de droits, partout en effet, la corruption, la force et l'impunité plombent la réalisation des droits. Ce n'est pas une spécificité guinéenne. Le citoyen qui mobilise ses ordures ménagères pour les déverser le long de la route nationale, l'agent de maintien d'ordre qui brutalise de paisibles passants, des groupuscules qui procèdent au lynchage d'un présumé voleur, c'est lui qui fait condamner un innocent ou fait acquitter un coupable, le détenteur d'autorité qui détourne
les ressources publiques à des fins privées doivent être logées à la même enseigne parce qu'ils empêchent tous la réalisation des droits de l'homme. La couche féminine mène le combat pour la défense de ses droits. Cependant, la lutte s'annonce dure. Les femmes se battent pour leur défense, mais vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas facile. Parce que la Guinée, d'abord, c'est un pays laïque, là où il y a beaucoup de religions. C'est difficile pour nous, les femmes défenseurs des droits de l'homme, de parler l'égalité dans les familles. Parce que souvent, on a une tendance qui pense que la femme, c'est juste un objet à utiliser. La Déclaration universelle des droits de l'homme indique clairement en son article 1 « Tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en droit ». Lors d'une récente sortie médiatique à l'Assemblée nationale pour défendre son projet budgétaire 2019, le ministre de la Communication a annoncé une éventuelle révision de la loi L002 de 2010 statuant sur la liberté de la presse en Guinée. Rencontrés à cet effet, certains hommes de médias ici à Conakry ont des réserves face à cette révision. Kerno Falilou Diallo et Moustapha Diané. C'est une annonce faite la semaine dernière lors de son passage à l'hémicycle. Une éventuelle révision de la loi L002 et L003 consacrant la liberté de la presse en Guinée. Une possibilité à condition qu'elle soit progressive et non le contraire. Comme l'a signalé le ministre de la Communication lors de son passage à l'Assemblée nationale, on ne peut pas être hostile à ce qu'on modifie la loi sur la liberté de la presse. Mais attention, il y a des aspects qu'il ne faut pas toucher. C'est que quand on cherche à modifier une loi ou à réviser une loi, il faut faire des améliorations, mais il faut éviter du recul. Très malheureusement, c'est le cas très souvent chez nous ici, c'est que lorsqu'on atteint un certain niveau de la démocratie, peut-être ça ne plaît pas à tout le monde, et puis on cherche à réviser nos textes pour faire un recul. Vous avez connu l'histoire du code électoral, ça a été le même cas. Donc c'est la crainte aujourd'hui. L'autorité en charge de la communication a cependant délimité cette proposition de révision à un domaine spécifique. Il s'agit de celui en ligne dont la Guinée dispose de peu de réglementation. Il y a des radios web et des télévisions web aujourd'hui qui sont installées à Conakry, c'est-à-dire qui traitent l'information ici, mais des informations qui sont diffusées à l'étranger. Donc selon lui, ces types de médias ne sont pas pris en compte dans la loi sur les médias qui a été votée en 2010. Alors, si la volonté du ministre Amara Somparé est d'intégrer ces nouvelles formes de médias qui sont créées, de les intégrer dans la loi des médias qui a été votée en 2010, je pense que c'est une bonne initiative, sinon ça crée ce qu'on appelle un vide juridique. Mais si ces intentions sont de nature à toucher à la loi L02 sur la liberté de presse qui dépénalise les délits de presse en Guinée, je pense que si ce sont ces intentions, nous allons tous nous lever contre ces intentions de telles idées. Pour l'instant, la volonté du ministre est d'agir dans ce sens. D'ailleurs, il a démontré à juste titre cette envie en rencontrant certaines associations de presse. Nous allons attendre le moment opportun, puisque clairement, il affiche sa volonté d'associer les associations de presse au travail qui va être fait pour que le projet de loi qui va être présenté sur la loi des médias puisse prendre en compte toutes les dimensions, puisse prendre en compte toutes les préoccupations liées à l'exercice du métier du journalisme en Guinée. Un groupuscule des jeunes a marché ce lundi matin du quartier Bofi jusqu'au point de Kenya. Ces jeunes réclamaient le retour des élèves à l'école, dénonçaient l'implantation de PIA dans la commune de Ratoma, entre autres. Suivez l'un des organisateurs. On a organisé ce mouvement, cette manifestation. C'était non seulement d'interpeller l'opinion nationale et internationale sur les faits qui prévaut en Guinée. C'est-à-dire ces faits sont entre autres l'enseignement, mais aussi on a interpellé l'opinion nationale et internationale sur la militarisation de l'axe Bambeto-Koza. Et nous voyons aussi des mouvements de troisième mandat
des campagnes qui battent campagne pour le 3e mandat. Donc tous ces états de fait nous interpellent. Donc, on ne peut pas rester bras croisés face à toutes ces manœuvres. Donc c'est pour cela qu'on s'est dit il faut se lever dès maintenant et puis barrer la route à ce projet. Les crises et manifestations sont devenues monnaie courante en Guinée. Des manifestations politiques à la grève du syndicat des enseignants. Les répercussions sont palpables sur le quotidien des citoyens. Ils demandent à privilégier le dialogue pour une sortie de crise. C'est un reportage signé Mohamed Alpha et Alassane Souma. La Guinée reste confrontée ces derniers temps à une multitude de contestations, des protestations souvent d'ordre social et politique. Des citoyens rencontrés ce lundi matin dans les rues de Conakry interpellent les acteurs concernés à privilégier le dialogue et la concertation. Une démarche qui, au regard de ces observateurs, favoriserait le retour des élèves en classe. Je souhaiterais, comme l'a dit certains députés à l'Assemblée hier, de faciliter la négociation. Je demande au SLEG d'avoir l'esprit ouvert et penser à l'avenir de nos enfants. C'est que l'État aussi doit faire des sessions, des concessions pour négocier avec le SLEG. Ce qu'il faut faire, c'est les deux parties doivent se retrouver à la table. Une table de négociation. Vu qu'aucun pays ne peut se développer en période de trouble, ces citoyens exhortent les dirigeants guinéens à plus de responsabilités. La manifestation dans un pays, c'est pas bon, ça ternit l'image du pays. Ça n'encourage pas les investisseurs de venir investir. Parce que l'argent n'aime pas de bruit. L'État doit fournir beaucoup plus d'efforts pour qu'il y ait un terrain d'entente. Je veux la paix dans ce pays. Parce que la Guinée ne peut pas aller en avant sans la paix. Reste à savoir si ces différents appels seront entendus. À présent, parlons football. Oreya AC de Matam et le Waklia AC de Boké. C'était l'affiche de la Supercoupe de Guinée. Les rouges et blancs de Koleya ont finalement remporté cette confrontation sur le score de 1-0. Avec cette victoire, le Oreya AC s'offre son premier titre au compte de cette nouvelle saison de football. Toujours football dans ce journal, la Guinée n'a pas de dossier pour l'organisation de la CAN 2023. Ce sont des propos tenus par le vice-président de la CAF chez nos confrères de la RFI. Dans un autre entretien accordé chez un site guinéen, Constant Omari dément avoir tenu de tels propos. Les précisions, c'est avec Abdoulaye Momon Fofana. Depuis le retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun, suite au retard que connaît les chantiers devant abriter la compétition, beaucoup de chamboulements ont été envisagés par l'instance suprême du football africain. Le Cameroun désormais pour 2021, la Côte d'Ivoire pour 2023. La Guinée qui était censée organiser la CAN 2023 n'a pas de dossier à en croire. Le vice-président de la Confédération africaine de football dans une interview accordée chez nos confrères de la RFI. Dans une autre interview accordée à un site guinéen, Constant Omari demande l'information. Les autorités guinéennes de leur côté ont brandi ce courrier qui atteste que réellement la Guinée a bel et bien été désignée pays hôte de la CAN 2023. Un courrier en bonne et due forme signé par le secrétaire général de la CAF, Hicham El Amrani. Sur cette même lancée, Omari avait affirmé que le Congo était candidat à l'organisation de la CAN 2019, ce qui fut démenti par les autorités congolaises. À quoi donc joue la CAF? Au Gabon, enfin, un officiel s'exprime sur l'état de santé du président Ali Bongo, de retour de Rabat, où se trouve actuellement le président en convalescence. Le vice-président gabonais Pierre Claver Mangaga, dans un discours marqué par de nombreuses comparaisons, a répondu samedi dernier aux interrogations liées à l'absence du chef de l'État et notamment sur la bonne marche des affaires publiques. Il annonce que le chef de l'État avait fait un accident vasculaire cérébral. Il faut noter que jusque-là, aucun autre responsable n'avait donné de détails sur la maladie qui affecte le président depuis le 24 octobre dernier.
Et dernier élément de ce journal, lancé au départ pour protester contre la hausse du prix du carburant, le mouvement des Gilets jaunes rassemble des Français de tous bords politiques et de tout âge. Dans toute la France, le mouvement a agrégé de nombreuses revendications, mais beaucoup réclament une démocratie plus participative et citoyenne. De la baisse des taxes sur les carburants à la démission d'Emmanuel Macron, les revendications des Gilets jaunes sont variées et se sont diversifiées au fur et à mesure de la mobilisation. Mais une proposition semble avoir la faveur de nombreux groupes, le référendum d'initiative populaire ou citoyenne présenté comme la solution pour redonner la parole au peuple. Parmi les 42 revendications d'une liste publiée le 23 novembre dernier, adressée aux députés, les Gilets jaunes y appellent à rénover le système politique. Le référendum populaire doit entrer dans la Constitution, stipule cette revendication relativement détaillée. Création d'un site lisible et efficace, encadré par un organisme indépendant de contrôle où les gens pourront faire une proposition de loi. Si cette proposition de loi obtient 7000 signatures, alors cette proposition de loi devra être discutée, complétée, amendée par l'Assemblée nationale qui aura l'obligation un an jour pour jour après l'obtention des 7000 signatures de la soumettre au vote de l'intégralité des Français. Cette crise qui marque l'Hexagone depuis plusieurs semaines pousse finalement Emmanuel Macron à s'adresser aux Français ce lundi. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette grande édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.